Il y a 1 semaine et demie, mon amie Marie et moi étions tranquillement chez moi vers 23 heures. On ne faisait pas grand-chose, alors on a décidé d'aller jouer au billard dans un petit bar à environ 8 km de chez moi. J'y étais déjà allé auparavant et ce n'était jamais vraiment très fréquenté la plupart des soirs. C'était plus mon genre de bar, car l'ambiance était plus intime et on pouvait vraiment discuter avec la personne à côté de soi. Nous avons rencontré un gars chauve qui jouait au billard quand nous sommes arrivés et nous lui avons demandé si nous pouvions nous joindre à lui. Il semblait sympa et nous nous amusions à jouer. Je tiens à préciser que ce gars n'était pas du tout bizarre. Il semblait être un bon camarade. Avançons rapidement à une pause cigarette dehors. Un homme d'apparence normale s'approche de nous trois et commence à nous parler. Honnêtement, j'avais pas mal bu, donc je ne me souviens pas de grand-chose, mais mon amie Marie m'a dit qu'il semblait s'intéresser à moi. Il n'avait pas l'air méchant, alors je lui ai donné mon Facebook, pourquoi pas. Pour faire court, nous avons échangé des messages pendant environ 5 jours. J'ai appris qu'il avait déjà travaillé comme assistant vétérinaire, ce que je fais actuellement. Il m'a proposé de sortir. J'étais un peu sceptique car je venais de sortir d'une relation pas très longtemps avant, mais je n'avais jamais eu l'occasion de sortir avec quelqu'un qui aime les animaux autant que moi, alors je me suis dit que ce serait peut-être sympa de voir comment ça se passait. Samedi soir, il est venu me chercher pour aller manger. On a passé un moment correct, mais je n'étais pas super à l'aise avec son énergie. J'ai eu un étrange pressentiment, et ma mère m'a toujours dit de suivre mon instinct. Mon instinct ne s'est jamais trompé, et je suis tellement contente de l'avoir écouté cette fois-ci. Ce type a 32 ans, et moi 23. J'ai déjà fréquenté des hommes plus âgés. Ce n'est pas quelque chose que je cherche, mais ça s'est toujours passé comme ça. Lui, cependant, me donnait un sentiment prédateur tout au long de la soirée. Je ne peux pas vraiment l'expliquer, mais c'était un peu comme la façon dont quelqu'un regarde un repas après n'avoir pas mangé depuis longtemps. Ça m'a donné des frissons. J'ai écourté la soirée, prétextant que je devais travailler le lendemain à 9 heures. Cette nuit-là, il m'a envoyé environ 20 messages sur Facebook jusqu'à environ 4 heures du matin, me disant à quel point il était content de m'avoir rencontré, blablabla. 20 messages, ça m'a effrayé, alors je l'ai bloqué. Je pensais que c'était la fin de l'histoire, mais non. Passons à la nuit dernière. J'étais tranquillement en train de jouer à Mass Effect, Andromeda, en flirtant avec des extraterrestres bleus et traînant avec mon chien. Je suis sorti de ma chambre par hasard. Je tiens à préciser qu'il est très difficile d'entendre quelqu'un frapper à ma porte quand je suis dans ma chambre avec la porte fermée, car elle est située à l'autre bout de l'appartement. Je suis donc sorti et j'ai entendu frapper. Je n'attendais personne, car j'avais prévu de rester sous un rocher toute la journée de congé. Mais j'ai regardé par le Judas. Devinez qui frappait? Je n'ai aucune idée de quand il est arrivé. J'ai couru dans ma chambre, l'adrénaline à fond, sans pantalon, essayant de ne pas faire une crise de panique. Je ne connaissais pas ce type. Pourquoi était-il à ma porte? Mauvaise nouvelle aussi, j'avais récemment cassé mon téléphone et ma colocataire avait déménagé le même week-end pour aller vivre avec son copain. Donc, je me suis vraiment dit, je vais mourir ici ce soir, couverte de miettes de Cheetos avec les jambes poilues. Il était environ 21 heures. J'ai appelé mon amie Marie, celle qui était au bar avec moi, et elle est venue en courant chez moi, à environ 24 km de distance. Il avait frappé à ma porte pendant environ 45 minutes quand elle est arrivée. Elle l'a filmé, donc nous avons son visage sur caméra. Finalement, elle a réussi à le convaincre de partir, surtout parce qu'elle a menacé d'appeler la police. Quand elle est arrivée à ma porte, je l'ai ouverte et j'ai trouvé un sac de kiwis, un peu étrange, et un petit bouquet de fleurs accroché à la poignée de la porte. Oh, et il avait aussi essayé d'offrir à mon ami un peu de marchandises, si vous voyez ce que je veux dire, en échange de l'opportunité de me parler. Sérieusement, je veux dire, tu ne peux pas négocier quand il s'agit de moi, un être humain vivant et respirant. Je marchais dans le centre-ville avec mon mari. Nous discutions simplement des factures à payer, etc. J'ai regardé devant moi et là, juste en face de moi, se trouvait un homme. Ce n'était pas un homme ordinaire. C'était un homme dont le visage est gravé dans mon esprit, une mémoire que j'avais enfermée il y a de nombreuses années,
quand j'avais environ 8 ans. Ma tante, qui avait quelques handicaps mentaux, vivait seule. Elle n'était pas très propre, vivait dans un appartement d'une chambre avec environ 5 chats. Ça sentait mauvais et c'était sale, mais j'avais l'habitude d'y aller pour l'aider à faire un peu de ménage et m'occuper des chats. Il y avait un homme qui vivait dans l'appartement au-dessus. Nous l'appellerons C. Il avait aussi des chats, et ces chats avaient eu des chatons. Il s'était lié d'amitié avec ma tante et venait souvent lui parler. Ils semblaient être de bons amis, mais je ne l'aimais pas beaucoup. Un jour, alors que j'étais chez elle, C est arrivé. Il avait passé la nuit à nourrir les chatons, car la mère les rejetait. Il a dit qu'il était fatigué et que, s'il s'endormait, il faudrait le réveiller dans 2 heures pour nourrir les chatons. 2 heures plus tard, ma tante m'a dit qu'il fallait réveiller C pour qu'il nourrisse les chatons. Ma tante a essayé de le réveiller en le secouant, mais tout ce qu'il a fait, c'est grogner et nous dire de le laisser tranquille pendant qu'il dormait. Ma tante a commencé à rire, pensant qu'il plaisantait, et a tiré sur son pied. Elle lui a crié dessus « C, tu dois te lever et aller nourrir tes chatons. » Soudain, il s'est levé d'un bond, sans la moindre émotion sur son visage, m'a regardé droit dans les yeux et s'est dirigé vers moi. J'ai essayé de courir vers la porte, mais il a réussi à m'attraper par le cou. Ses mains se resserrèrent de plus en plus. Je voulais crier et pleurer, je voulais ma mère. Je pensais que j'allais mourir alors qu'il me soulevait du sol, toujours en me serrant le cou, et me plaquait lentement contre le mur. J'avais 8 ans et pesais environ 25 kilos, donc je n'étais pas grande du tout. Je sentais la vie me quitter. Soudain, j'ai senti mon corps glisser rapidement le long du mur. J'ai ressenti une douleur vive en haut de mes jambes, à l'endroit où elles rejoignent les fesses, et j'ai réalisé qu'il m'avait jeté sur un radiateur fixé au mur. Puis, il m'a lâché, s'est redressé et a dit « Je vais nourrir les chatons avant de partir. » Je pleurais tellement. Je voulais juste ma mère. Ma tante, elle, est restée là, bouche bée. Elle n'a même pas essayé de m'aider. Elle s'est juste tenue là, criant pendant qu'il faisait ça. Ce qui est étrange, c'est que, même si je savais qu'elle criait, pendant ces quelques minutes où tout cela s'est déroulé, tout était comme silencieux pour moi. Un silence absolu. Tout ce dont je me souviens, c'est que je regardais C dans les yeux en me disant que je ne reverrais plus jamais ma mère, mon frère et mes sœurs. Je l'ai dit à ma mère, elle a pris un taxi et est venue directement chez ma tante. Mon beau-père est venu aussi pour retrouver C, mais il avait disparu. Personne ne savait où il était pendant 2 semaines. Mon beau-père a attendu devant les appartements, mais C n'est jamais revenu. Des associations de protection des chats sont venues récupérer les chats et les chatons et les ont emmenés. La police est venue parce que ma mère les avait appelés, ainsi qu'un voisin qui avait entendu l'agitation. Ils ont pris des dépositions et nous ont ramenés à la maison. J'ai dû prendre des photos de mes blessures au cou et juste en dessous de mes fesses, là où j'avais une grande entaille causée par le bord du radiateur. Une infirmière a dû me soigner pendant un certain temps, mais ça a fini par aller. Et heureusement, cela n'a laissé qu'une cicatrice. C est passé en justice, et heureusement, je n'ai pas eu à y assister à cause de mon jeune âge. Tout ce qu'il a reçu, c'est une condamnation avec sursis d'1 an. Cela signifie que, s'il commettait un délit durant cette période, cette peine serait ajoutée à la nouvelle. Ce n'était pas de la justice, c'était une blague. J'étais terrifié à l'idée de quitter ma maison. Je ne voulais pas sortir jouer avec mes amis. Ma tante a fini par cesser de parler à la famille et a même épousé cet homme. Leur mariage n'a duré que 6 mois. Je voulais tellement saboter ce mariage. Je le détestais, je la détestais. Je les détestais tous les deux au point d'en pleurer. Pourquoi devrait-il être heureux alors qu'il m'avait volé ma lumière? Ma lumière était maintenant éteinte. Cela a divisé une grande partie de la famille. Il m'a fallu longtemps pour que les cauchemars cessent et pour que l'anxiété qu'il revienne finir ce qu'il avait commencé disparaisse. J'ai enfermé cette histoire dans une boîte, ne voulant plus jamais l'ouvrir. Et là, il était, debout juste devant moi. Je voulais le frapper, le battre, mais je voulais aussi que mon mari me prenne dans ses bras et me dise que tout allait bien. Quand j'ai regardé en arrière, il m'a regardé, mais je ne pense même pas qu'il savait qui j'étais. Mais moi,
Je savais exactement qui il était. Aussi vite que je l'ai vu, il avait disparu. J'ai refoulé mes sentiments pendant quelques jours, mais je pense qu'il est temps de les remettre dans la boîte où ils appartiennent. Cela s'est passé il y a quelques années. J'avais 23 ans et venais de terminer mes études universitaires, avec un diplôme en journalisme. J'avais obtenu mon diplôme un semestre plus tard que mes amis, et par conséquent, je travaillais encore comme serveuse dans un restaurant, tandis que la plupart des autres avaient décroché des stages et travaillaient de 9 à 17 heures. Franchement, je me sentais un peu perdu et désespéré de ne pas avancer dans ma carrière. C'est là qu'a commencé ma série de mauvaises décisions. Je travaillais en journée au restaurant, je faisais du bar et je servais toutes les tables du salon. C'était une après-midi vraiment calme quand un vieil homme trapu, probablement entre 70 et 80 ans, est arrivé dans ma section avec 2 menus. J'ai pris sa commande de boisson et il m'a dit qu'il attendait un ami pour commander de la nourriture. Au bout d'une demi-heure, personne n'était encore arrivé. Je commençais à me sentir mal pour lui, et comme j'avais encore mes accès de gestion même si je faisais du bar, je lui ai offert un amuse-gueule gratuit en attendant, mais il avait l'air abattu et a refusé. À ce moment-là, il était le seul client, alors je me suis assise avec lui pour lui tenir compagnie. Il m'a raconté que son amie était photographe et qu'elle lui avait proposé de prendre une photo de lui comme référence pour qu'il puisse faire un autoportrait. Il a ajouté que sa voisine l'appelait toujours « le penseur » et qu'elle avait peint sa terrasse pour lui, alors il voulait lui offrir un dessin de lui-même dans cette pose en guise de remerciement. Mais il a soupiré et dit qu'il pensait que son ami photographe ne viendrait pas finalement. Il a eu un air triste et a dit « C'est difficile de trouver des gens pour t'aider à cet âge-là. Tous tes amis sont morts. » Aussitôt, je me suis levé et j'ai dit « En fait, je suis photographe. Je viens de terminer mon diplôme en photojournalisme. Je peux prendre votre photo, avez-vous un appareil? On peut le faire maintenant. » Il m'a répondu qu'il voulait une photo réaliste, avec un fond d'arbre, donc il a refusé. Et c'est là que j'ai commencé à faire des bêtises. Je lui ai dit que nous pouvions nous rencontrer le lendemain, c'était mon jour de congé, et que nous pourrions aller dans un parc à proximité, et que j'apporterais un appareil professionnel. Dans ma tête, je me disais que c'était super. J'avais une raison d'utiliser mes compétences pour aider quelqu'un au lieu de passer la journée à détester regarder les Kardashians pendant que tout le monde était au bureau. Nous avons convenu de nous retrouver d'abord dans un café près du parc pour prendre un café et discuter, puis d'aller prendre les photos. Je suis rentrée chez moi toute joyeuse, pensant que j'avais fait une bonne action et que je m'étais fait un nouvel ami âgé qui pourrait partager sa sagesse ou autre chose. Le lendemain, nous nous sommes rencontrés au café et avons discuté un moment. Il insistait pour me payer $300, mais je lui ai dit que je voulais juste l'aider. Il devenait cependant de plus en plus nerveux et disait qu'il ne voulait pas se sentir embarrassé. Des signaux d'alarme commençaient à retentir dans ma tête, mais je ne comprenais pas encore pourquoi. Il agissait de manière étrange et agitée, mais j'ai mis ça sur le compte du fait qu'il n'aimait probablement pas être photographié. Alors que nous finissions le café, il a finalement avoué que sa voisine n'avait pas vraiment peint sa terrasse, mais qu'elle lui avait donné une photo d'elle seins nus, et c'est pourquoi il voulait lui offrir le portrait. Il avait un regard étrange et j'ai tout de suite été mal à l'aise, rebuté par son comportement et par ce changement soudain de récit. À ce moment-là, je voulais juste que tout se termine, alors j'ai dit quelque chose de stupide du genre « Oh waouh, c'est sympa. Bon, allons-y. » Le parc était à environ 2 km de chez moi et nous pouvions facilement marcher depuis le café. Mais il a dit qu'il ne pouvait pas marcher jusque-là, alors il a proposé de prendre sa voiture. J'ai accepté de monter dans sa voiture. Je sais. Une fois à l'intérieur, il sort un album photo et me dit « La photo seins nus qu'elle m'a donnée est ici. Tu veux la voir ?» J'ai répondu « Non, pas du tout. » Mais je n'ai pas quitté sa voiture pour autant. Je n'arrive toujours pas à m'expliquer. Il commence à conduire et nous faisons des tours dans ce grand parc. Je continue de lui montrer des endroits où il pourrait s'asseoir pour prendre la pose du penseur, mais il dit que ce n'est pas assez isolé, qu'il ne veut pas se sentir embarrassé.
C'est à ce moment-là que je réalise enfin dans quelle situation incroyablement insensée je me suis mise. Je suis une jeune femme sans défense dans une voiture avec un homme que je ne connais pas, qui cherche un endroit isolé dans les bois. Super. Je me suis demandé quelle photo ils utiliseraient dans mon avis de décès. J'ai finalement réussi à le convaincre de s'arrêter près d'un banc. J'avais déjà un pied dehors quand il m'a dit « Attends, comment on fait ?» J'ai eu l'air confuse et je lui ai demandé ce qu'il voulait dire. Est-ce que je me déshabille dans la voiture ou sur le banc? Si j'étais un personnage de dessin animé, ma mâchoire aurait touché le sol. J'ai gardé la porte ouverte et un pied dehors et lui ai demandé ce qu'il entendait par là. Il m'a répondu « Eh bien, je t'ai dit que je voulais une photo réaliste. Je suis sculpteur, le penseur est nu. Je pensais que tu avais compris. » Monsieur, à aucun moment nous n'avons parlé de ça. Je me suis déjà pratiquement invité à finir ici. J'ai dit quelque chose de plus poli, car je ne voulais pas que cela se réalise. Il a alors essayé de faire semblant d'être triste, en disant que c'était pour ça qu'il ne voulait pas être embarrassé. Il m'a proposé de me payer $500. J'ai répondu par une série de « non »,« absolument pas » et « jamais », mais je cherchais toujours à m'en sortir vivante. Je lui ai dit que s'il restait entièrement habillé, je prendrais une photo de lui sur le banc dans la pause et que je lui enverrais par email. Il pourrait imaginer le reste. Il a de nouveau pris un air triste mais a accepté. En partant, il a insisté pour me donner un billet de $100 pour le dérangement, même si je refusais sans cesse. Il a finalement glissé le billet dans ma main. J'ai couru jusqu'au bar de l'université et ai passé la journée à boire, me sentant violée, confuse et mal à l'aise avec moi-même et avec lui. J'ai dépensé cet argent sale en whisky de qualité pour mon copain, car je ne voulais plus de ce billet. Je n'ai jamais envoyé les photos. Mais attendez, ce n'est pas tout. Quelques mois plus tard, je suis parti en voyage à la montagne avec des amis, dont 2 collègues de travail du restaurant. J'avais déplacé les cartes SD de mes appareils et j'ai mis une ancienne carte dans mon petit appareil photo, oubliant complètement ces photos, car je ne les avais même pas regardées. L'un de mes collègues faisait défiler les photos que nous avions prises pendant que nous mangions, et elle est arrivée tout au début et a dit « Je reconnais cet homme ». Il s'avère qu'il lui avait fait exactement la même chose 5 mois avant que je fasse ma bêtise, au même restaurant. Elle, par contre, l'a laissé se déshabiller. Voici une autre histoire où mon instinct habituellement infaillible concernant les gens m'a lamentablement fait défaut. Tout a commencé par une soirée innocente en ville, avec ma collègue et amie, Georgia, ou comme je l'appelais toujours, G. C'est une fille minuscule, de la taille d'un elfe, qui ressemble beaucoup à la jeune Claire Danes, donc pas exactement une personne malchanceuse en apparence. Cela se passait à une époque où mon petit ami et moi étions séparés. Elle était également célibataire, alors nous sortions souvent ensemble dans les bars du coin. C'était cette période de notre vie où une soirée en ville signifiait s'habiller sur son 31, boire, danser et flirter toute la nuit. Pour ma part, je bois très rarement et je suis encore plus rarement en état d'ébriété. Mon maximum se limite généralement à un cocktail ou 2 bières. Je n'aime tout simplement pas me mettre dans un état où je ne suis pas en contrôle, surtout dans un bar, où il faut vraiment rester vigilant. Pour cette raison, je conduisais habituellement lorsque nous allions dans les bars du coin. Mais ce soir-là, il y avait un problème avec ma voiture. Si je me souviens bien, il y avait une fuite dans le pot d'échappement. Ce n'était pas quelque chose qui empêcherait la voiture de rouler, mais cela pouvait nous faire arrêter par la police. Une situation qu'on préférait éviter, surtout si on avait bu 1 ou 2 verres. Pour ne pas risquer d'avoir des ennuis avec la loi, nous avons décidé que G conduirait. Pour faire court, elle s'est saoulée comme jamais et a décidé de partir avec un ex qu'elle avait croisé ce soir-là. « Ne t'inquiète pas, dit-elle, James te ramènera chez toi. » James était ce charmant type qu'elle m'avait présenté plus tôt dans la soirée. Elle m'avait dit qu'ils allaient à la même église et qu'elle le connaissait depuis l'enfance et que c'était vraiment un gars bien. James et moi avions discuté, dansé et même un peu flirté au fil de la soirée. Comme j'avais l'impression de l'avoir un peu connu et qu'il avait reçu le sceau d'approbation de G, quelque chose qu'elle ne donnait pas à n'importe qui, je me suis senti assez à l'aise pour accepter qu'il me raccompagne. De plus,
J'étais un peu prise au dépourvu, car elle avait déjà demandé à James de me ramener et m'en avait informé devant lui. Je ne voulais pas insulter un type avec qui je pensais peut-être sortir un jour. En y repensant, je pris tout ce que vous adorez pour que j'aie simplement appelé un taxi. Sur le chemin de chez moi, James a laissé tomber plusieurs allusions. Je ne suis pas encore prêt à rentrer. J'aimerais bien continuer à traîner un peu. Je pourrais prendre une autre bière, etc. Je lui ai répondu avec désinvolture que j'étais fatigué et prête à aller me coucher, et je l'ai remercié pour la course. Il a demandé un baiser, alors je lui ai donné un bisou taquin sur la joue, je lui ai tapoté le bras, et j'ai fermé la porte de la voiture. Le lendemain, je suis sorti pour faire des courses, et en rentrant chez moi, le téléphone a sonné. C'était James, qui voulait qu'on traîne ensemble. J'étais fatigué, alors je lui ai dit qu'il pouvait passer chez moi, qu'on regarderait un film, et qu'on passerait un moment tranquille. Quand j'ai raccroché, j'ai vu qu'il m'avait laissé plusieurs messages pendant que j'étais dehors. Un peu insistant, mais bon, je me suis dit qu'il devait juste beaucoup m'apprécier. Nous étions assis sur le canapé en train de regarder un film, et en une fraction de seconde, il est passé de compagnon amical à mode baiser intense. Je veux dire, une seconde, nous étions assis à une distance confortable, sans nous tenir la main ni même nous toucher, et la suivante, il était pratiquement sur moi, en train de me forcer un baiser. Oh non, mec, je ne joue pas à ça. Alors, je lui ai dit non. Mais il agissait comme s'il ne comprenait pas. Il devenait de plus en plus affectueux, de manière de plus en plus agressive, et je commençais à paniquer sérieusement. Je ne me souviens plus exactement de ce que j'ai dit, mais j'ai finalement réussi à le faire sortir relativement indemne, à part une énorme quantité de bave non désirée. Quand je suis allé me changer pour me coucher plus tard, j'ai découvert des marques de doigts sur le haut de mes bras, là où il m'avait agrippé si fort. La nuit suivante, j'ai reçu environ 10 appels de James. Je n'ai pas répondu. Il m'a laissé un message vocal à chaque fois. C'était avant l'époque des téléphones portables omniprésents, et je n'avais qu'une ligne fixe, donc il était beaucoup plus facile d'ignorer quelqu'un à l'époque. Je me suis dit que si je ne répondais pas au téléphone, il finirait par abandonner comme le feraient la plupart des gens sensés. Mauvaise idée. Mon téléphone a sonné à 4 heures du matin. Comme on dit, rien de bon n'arrive à cette heure-là. Les gens ne t'appellent pas pour discuter en pleine nuit. J'ai été réveillé en sursaut et j'ai répondu automatiquement, sans réfléchir ni regarder l'identifiant de l'appelant. C'était James. « Que fais-tu ? » ?»« Tu te fiches de moi ? Je dors. »« Non, tu ne dors pas. »« Si, je dors. C'est ce que la plupart des gens font à 4 heures du matin, surtout un soir de semaine. Alors pourquoi la lumière de ton salon est allumée ? Vous connaissez cette vieille expression « Mon sang s'est glacé » ? Je l'avais toujours considérée comme une phrase dramatique pour décrire une peur soudaine, mais vous ne comprenez pas vraiment ce que cela signifie tant que vous ne l'avez pas vécu, comme je l'ai fait. Il m'appelait depuis juste devant ma porte. J'étais célibataire, je vivais seul et je n'avais aucune arme. J'avais l'habitude de laisser certaines lumières allumées en permanence, car, honnêtement, j'ai peur du noir. Je me sens plus en sécurité avec des lumières allumées et je dors même avec une lampe de chevet allumée. Je l'ai toujours fait depuis que je suis enfant. Je ne me souviens plus exactement de ce que j'ai dit, sauf que ça impliquait beaucoup d'insultes et que ça s'est terminé par lui frappant à ma porte et m'appelant sans cesse pendant environ une demi-heure. J'ai finalement dû appeler la police pour m'en débarrasser. Le lendemain, j'ai sarcastiquement remercié G pour cette mise en relation. Et elle était furieuse quand elle a vu les ecchymoses sur mes bras. Elle a fini par admettre qu'elle ne connaissait pas vraiment James si bien que ça, mais qu'ils se connaissaient depuis longtemps, et qu'il avait toujours semblé être un gars sympa. Il a continué à me harceler par téléphone pendant un certain temps, mais a finalement arrêté lorsque G l'a confronté au sujet de mes ecchymoses et a menacé de révéler son comportement à leur communauté religieuse, et pire encore, à sa mère. Cela s'est passé à la fin des années 90 dans une ville de taille moyenne en Nouvelle-Angleterre. C'était la fin de l'été. Je venais d'avoir 9 ans. J'avais reçu une Nintendo 64 pour mon anniversaire et je passais de nombreuses heures sur GoldenEye et Mario 64 en ce beau jour d'été qui se transformait en soirée.
Mon ami avait déjà obtenu 120 étoiles et rencontré Yoshi, et moi, je n'en avais même pas encore atteint 70 quand ma mère est descendue les escaliers. Il était temps d'aller chercher mon petit frère au camp, et comme mon père n'était pas encore rentré du travail, je devais l'accompagner. J'étais en pleine partie, et je l'ai supplié de me laisser rester à la maison. « Non, tu ne peux pas mettre en pause », me disait-elle. « Je n'ouvrirai pas la porte si quelqu'un sonne. Tu es sous la douche, tu les rappelleras plus tard. Je ne suis pas un bébé. » Ma mère m'avait déjà laissé seule à la maison pendant la journée quelquefois. Je connaissais toutes les règles, mais il faisait sombre dehors, et elle ne voulait pas que je reste seule toute la nuit. Je l'ai suppliée. Finalement, sachant que mon père rentrerait dans les 30 minutes, elle a cédé. Victoire. Elle a dû croiser mon père dans l'allée, car il n'a pas fallu plus d'une minute avant que j'entende la porte du garage s'ouvrir et que mon père entre. Il était temps d'aller chercher mon grand frère à son entraînement de football. J'ai mis mon jeu en pause. Il n'y avait aucune chance que je puisse convaincre mon père de me laisser rester à la maison, même pour les 20 à 30 minutes nécessaires pour aller chercher mon frère. Nous avons roulé jusqu'au terrain et regardé les 15 dernières minutes de l'entraînement sous les projecteurs. Il devait être près de 21 heures lorsque nous sommes arrivés dans l'allée. La lumière s'est allumée depuis le garage lorsque la porte s'est levée. « Waouh, vous avez vu ça ?» s'est exclamé mon frère. « Un gars vient de courir à travers notre jardin. » Notre maison était située à l'écart de la route, entourée de bois, donc personne n'aurait dû se trouver dans notre jardin. Je pensais que mon frère essayait de me faire peur, et apparemment, mon père aussi, car il lui a dit de se taire. Ce n'était qu'une ombre. Nous vivions dans une maison coloniale typique, et le garage s'ouvrait sur un sous-sol aménagé qui servait de salle de jeu. Mon père et mon frère sont montés à l'étage, tandis que je me suis précipité vers ma partie. J'ai allumé les lumières et j'ai immédiatement remarqué que la vitre de la porte donnant sur le jardin avait un grand trou brisé. J'ai appelé mon père pour qu'il redescende. Il a vérifié la porte, elle était toujours fermée à clé. Ils ont inspecté le reste du sous-sol. Une autre fenêtre, qui s'ouvrait sous la terrasse, avait aussi un trou, et une brique était posée sur le sol. Mon frère et moi étions choqués pendant que mon père attrapait une batte et montait vérifier les premiers et deuxièmes étages. Aucune autre porte ni fenêtre n'était cassée, et rien ne semblait manquer. Mon père a appelé la police, et elle est arrivée quelques minutes plus tard. Ils ont inspecté l'extérieur, puis nous ont emmenés sur la terrasse pour nous montrer ce qui s'était passé. Quelqu'un avait frappé dans la vitre de la porte pour essayer de l'ouvrir de l'intérieur, sans savoir que cette porte était équipée d'un verrou à clé, qui nécessite une clé pour être déverrouillée de l'intérieur aussi. Ces systèmes étaient courants à l'époque, mais ne sont plus autorisés aujourd'hui à cause du risque d'être coincé en cas d'incendie. Ensuite, la personne avait essayé de défoncer la porte. Il y avait des empreintes de chaussures partout sur la porte, mais elle avait tenu bon. N'ayant pas réussi à entrer par la porte, il avait retiré la moustiquaire de la fenêtre sous la terrasse, jeté une brique à travers la vitre, défait le loquet et entrouvert la fenêtre de quelques centimètres. Nous avons dû l'interrompre en arrivant dans l'allée, et mon frère avait effectivement vu un homme courir dans les bois derrière notre maison. 2 minutes de plus et il aurait été à l'intérieur. Le plus effrayant, c'est que toutes les portes de notre maison étaient équipées de verrous à clé. Si l'homme avait réussi à entrer et à monter à l'étage, si nous étions arrivés 5 minutes plus tard, nous aurions été piégés à l'intérieur. Il aurait dû nous croiser pour s'enfuir, et nous aurions forcément été face à face avec l'intrus en montant à l'étage. Pire encore, il aurait pu se cacher quelque part dans la maison et tenter de sortir plus tard, ou faire Dieu sait quoi. Imaginez devoir vérifier votre placard en tant qu'enfant de 9 ans et trouver quelqu'un à l'intérieur. Ma mère et mon petit frère sont rentrés juste au moment où la police finissait. Elle a dit aux policiers que dans l'après-midi, elle avait vu un type louche marcher dans la rue. C'était un jeune homme blanc, aux cheveux blonds sableux et une barbe hirsute. Les policiers se sont regardés. Il y avait eu une série de cambriolages dans une ville voisine, et lors du dernier, une petite fille s'était retrouvée seule à la maison lorsqu'un homme avait tenté de s'introduire. Elle l'avait vu à travers une fenêtre et s'était enfuie pour se cacher dans un placard, tout en appelant le 911. L'homme était effectivement entré dans la maison et avait laissé des empreintes boueuses partout, mais il n'avait rien volé.
J'ai pensé qu'il cherchait peut-être la petite fille, car il semblait avoir vérifié sous les lits. La police pensait qu'il avait fui à bord d'un camion volé dans une maison voisine le même jour. La fille avait décrit l'homme comme un jeune homme blanc, avec une barbe et des cheveux blonds sableux attachés en queue de cheval. Le lendemain matin, la police est revenue. Ils avaient retrouvé le camion volé abandonné à sec de carburant dans une rue voisine. Il contenait des appareils électroniques volés et apparemment aussi un tas de vêtements de femmes volés dans les maisons, probablement des sous-vêtements. Ils ont pris des photos et relevé des empreintes. Le policier nous a dit que cet homme avait probablement observé le quartier lorsque ma mère l'avait vu. Ils avaient choisi notre maison parce qu'elle était entourée de bois. Il avait probablement attendu dans les bois, observant les voitures partir avant de tenter de cambrioler. C'est alors que tout a commencé à faire sens pour moi. Si mon père n'était pas rentré au moment où il l'a fait, ou s'il m'avait laissé seul pendant qu'il allait chercher mon frère, j'aurais probablement été à la maison lorsque l'homme a essayé d'entrer. Cet homme avait déjà cambriolé une maison en sachant qu'une petite fille en était seule à l'intérieur. Inutile de dire que je n'ai pas voulu rester seul à la maison pendant un bon moment après cela. Quelques jours plus tard, je jouais dehors avec les enfants du quartier. Nous sommes allés traîner dans la cabane que nous avions construite dans les bois, surplombant mon jardin, et nous avons trouvé une vingtaine de mégots de cigarettes à l'intérieur. Le type avait dû se cacher là toute l'après-midi et toute la soirée, en observant notre maison jusqu'à ce qu'il voie les 2 voitures partir. Si je n'avais pas reçu cette Nintendo 64 pour mon anniversaire quelques jours plus tôt, j'aurais presque certainement été en train de jouer dans les bois ce jour-là. Je n'aurais aussi probablement pas voulu rester seul à la maison non plus. Donc, ma Nintendo m'a à la fois sauvé la vie et presque tué. L'histoire plutôt embarrassante suivante s'est déroulée quand j'avais environ 19 ans. Je suis un homme qui vit en Australie, et cela s'est passé au milieu des années 2000. C'était le lendemain de Noël, appelé le Boxing Day, et pour ceux d'entre vous qui vivent en Amérique, il s'agit du jour après Noël. Ce jour-là, il y avait plein de bonnes affaires dans le centre commercial local. Le portefeuille bien rempli d'argent, je suis monté dans ma voiture et j'ai pris la route du centre commercial. Malheureusement, il semblait que tout le monde avait eu la même idée. Les parkings étaient bondés, il n'y avait presque pas de mouvement, et beaucoup de voitures tournaient en rond avec la même idée que moi. À ma gauche, un homme d'âge moyen, légèrement en surpoids, et portant trop de vêtements pour la chaleur de l'été, me faisait des signes. Je l'ai ignoré et ai fait un tour complet. À mon retour, il était toujours là, et alors que j'étais coincé derrière des voitures arrêtées devant moi, il s'est approché de la fenêtre du côté passager. Il ne m'inspirait pas confiance. Crâne rasé, tatouage, veste en faux cuir négligé et gants en plein été. Après coup, je ne pouvais pas comprendre pourquoi j'avais pris la décision que j'ai prise. « Joyeux Noël », m'a-t-il dit. « Tu pourrais me rendre un service et me conduire chez Cash Converters ?» Cash Converters était un prêteur sur gage qui offrait aussi des prêts rapides, situé à quelques rues du centre commercial. Peut-être que j'étais rempli de l'esprit de Noël, ou bien je pensais que je pourrais me défendre contre ce type si besoin, ou encore j'étais frustré par la difficulté de trouver une place de parking, et reconnaissant pour cette interruption. J'ai baissé la vitre et dit « Pourquoi pas ?» Il est monté dans la voiture. Nous avons quitté le centre commercial et il a commencé à parler. « Je viens de liquider mon entreprise », a-t-il dit. Apparemment, c'était un magasin de produits électroniques. Je n'y croyais pas. Son apparence et son comportement ne correspondaient pas à ceux d'un homme d'affaires, même en échec. Les poils sur ma nuque se sont dressés et j'ai compris que j'avais déjà commis ma première erreur. « Je peux te vendre un ordinateur portable bon marché », m'a-t-il dit. « Ou un lecteur DVD, je dois m'en débarrasser, c'est pour ça que je dois aller chez Kashi. Mon magasin est fermé, je vais te trouver un ordinateur portable pas cher maintenant. » « Non merci », ai-je répondu le plus nonchalamment possible. Je remarquai qu'il n'avait jamais mis sa ceinture de sécurité. « Allez », dit-il. « Il sera tout neuf. » Voilà l'endroit. Mais cet endroit ne ressemblait à rien de particulier. C'était un lieu comme un autre. Soulagé de m'arrêter, je me suis garé à côté d'une épicerie asiatique. « Mon ancien magasin est derrière l'épicerie, » dit-il. « Je vais te rapporter quelque chose de sympa. »« Non, » répétai-je. « Je pense que je vais te laisser ici. »« Qu'est-ce que tu dis »
demanda-t-il. Je te demande de sortir de la voiture, merci. Tu me menaces? Non, répondis-je, réalisant que j'étais toujours attaché avec ma ceinture. Il se tourna complètement vers moi. Ouais, je porte un couteau pour des types comme toi qui essaient de me menacer. Ma bouche s'est asséchée instantanément. Réfléchissant rapidement, j'ai levé les mains aussi pacifiquement que possible. Je ne te menace pas. Puis il sortit un couteau de la poche de son jean. C'était un couteau de cuisine, rien de particulier, mais suffisamment grand pour me glacer le sang. Donne-moi tout l'argent que tu as dans ton portefeuille, et je te ramènerai un ordinateur portable comme je te l'ai dit. Tu es en train de me voler, dis-je, et mes mains tremblaient pendant que je cherchais mon portefeuille. Je dus me contorsionner pour atteindre ma poche arrière et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était que s'il voulait me poignarder, c'était maintenant qu'il le ferait. Je ne te vole pas, répondit-il en attrapant les billets de 50 $ australiens que je tenais pour lui. Tu auras un DEL dans 2 minutes. Il remit le couteau dans sa poche, ouvrit la porte de la voiture et entra dans l'épicerie. Pour me calmer, je verrouillai les portes, pris mon téléphone portable et composai le 000, le numéro d'urgence ici. J'ai expliqué à l'opératrice ce qui venait de se passer. Le commissariat se trouvait à une rue, donc je pensais qu'ils arriveraient rapidement. Je vais entrer dans le magasin, ai-je dit, et je ne me souviens plus si l'opératrice avait approuvé ou non ce plan. Je suis entré dans l'épicerie, et j'ai demandé si un type venait d'y entrer, mais ils ont secoué la tête et fait semblant de ne pas parler anglais. Je supposais qu'il était parti par l'arrière. Pour faire court, ce type s'est enfui. La police est arrivée environ 10 minutes plus tard et, après avoir secoué la tête face à ma stupidité d'avoir accepté de conduire un type louche, ils ont pris ma déclaration au commissariat. C'était plus ou moins la fin de l'histoire. J'avais perdu plusieurs centaines de dollars pour avoir voulu être un bon samaritain, bien que naïf. Quelques semaines plus tard, l'agent de police qui avait pris ma déclaration m'a appelé. Des filles avaient été volées par un type correspondant à la description que j'avais donnée. Il s'était assis à leur table dans une aire de restauration et leur avait dit qu'il avait un couteau sous la table, leur demandant de donner leur argent. La police m'a dit qu'elle me rappellerait si elle avait besoin que je visionne des vidéos de surveillance ou que je revienne, mais je n'ai jamais eu de nouvelles. L'échec total de mon instinct, habituellement assez bon, m'a perturbé pendant longtemps après cela, et je me suis senti tellement idiot d'avoir été une cible si facile que je n'en ai parlé à personne pendant quelques semaines. Ce qui m'est resté en mémoire, c'est l'approche psychologique étrange de ce type. Il a essayé de me convaincre qu'en me volant, il me faisait une faveur et qu'en sortant son couteau, il agissait en légitime défense. Je ne sais pas si c'était pour me convaincre ou pour lui-même, mais après ça, même sous l'esprit de Noël, je suis devenu bien plus prudent sur les personnes à qui je rends service. Je vais vous raconter l'histoire d'un ancien bon ami devenu un ex horrible. Nous nous sommes rencontrés au lycée par hasard. Un matin, alors que j'étais assise à la bibliothèque en train de griffonner dans un carnet, Tim est venu vers moi. Nous partagions de nombreux centres d'intérêt communs, et j'ai été très impressionné par ses talents de dessinateur, car il m'a fait quelques croquis. Les premières années, tout se passait bien. Nous étions de grands amis et nous apprenions à bien nous connaître. Il était l'aîné de 3 enfants et le seul garçon dans une famille assez religieuse. Pas le genre à réciter le « Je vous salue Marie », mais plutôt celui qui fait une longue prière avant chaque repas et qui va à l'église tous les dimanches. Je ne suis pas vraiment religieuse, mais je ne dirais pas que je suis athée. Je crois qu'il y a quelque chose de plus grand que nous tous, mais je ne pense pas que cela exige que nous ne lui parlions que dans les églises ou lors des repas. Tim était un gars sympa et j'ai fini par avoir un faible pour lui, mais chaque fois que j'essayais de faire un pas en avant, il se reculait et évitait la situation. Je n'ai donc jamais supposé que cela évoluerait vers quelque chose de plus sérieux. Cependant, tout a changé à la fin de mon année de première. À l'époque, le visa de ma famille aux États-Unis avait été mal classé, et nous avions 2 options. Quitter les États-Unis pendant 1 an et redemander un visa ou risquer l'expulsion en nous battant pour rester. En même temps, mon père avait été licencié pour une raison complètement stupide et ma grand-mère maternelle n'allait pas bien,
ce qui a profondément affecté ma mère. C'était son dernier parent vivant, et elle n'avait pas pu être là pour aider son père pendant ces dernières années. Cela l'a rongée de culpabilité et de regret. Au même moment, je m'apprêtais à entrer en terminale, avec 3 crédits de retard pour obtenir mon diplôme plus tôt, et ma sœur était en 2e année d'université. De plus, les États-Unis étaient presque le seul pays que j'avais vraiment connu comme chez moi. C'était donc une question de temps, de savoir quand, et non si, nous allions devoir partir. Mon père a alors fait la seule chose à laquelle il pouvait penser. Il a demandé à certains de ses collègues et amis de famille s'ils accepteraient que ma sœur et moi restions chez eux pendant 1 an, pour que je puisse au moins terminer le lycée. La famille avec laquelle j'ai fini par vivre cette année-là était absolument merveilleuse. Ils n'avaient qu'un fils avec qui nous étions amis, et ils m'ont traité comme un membre de la famille dès le premier jour. La mère était catholique, mais elle faisait partie des personnes formidables qui ne prêchent pas leur foi aux autres ni ne les jugent pour cela. Ils avaient adopté en quelque sorte beaucoup d'amis de leur fils qui n'avaient pas une vie de famille idéale, et lorsqu'un de ses amis s'est révélé être homosexuel, elle lui a simplement souri et lui a dit « Dieu ne fait pas d'erreur, tu es exactement comme tu es censé être ». J'ai rapidement commencé à appeler les parents « Maman et Papa version 2.0 », car je sentais qu'ils méritaient ces titres pour tout ce qu'ils avaient de fait pour moi. Ils m'ont accueilli chez eux et m'ont permis d'y vivre gratuitement. Tout ce qu'ils demandaient, c'était que je travaille dur à l'école, que je fasse quelques tâches ménagères lorsqu'ils le demandaient, et que je respecte leurs règles d'absence d'alcool ou de substances illicites dans la maison. Facile. C'est cependant à cette époque que Tim a commencé à montrer un côté que nous n'aimions pas du tout. Au début, ce n'était que des petites choses. Il m'appelait presque tous les jours pour me demander ce que je faisais et si nous pouvions traîner ensemble. Et si je disais que je ne pouvais pas, à cause des études ou parce que je voulais passer du temps avec d'autres amis, il appelait mes autres parents pour vérifier si c'était vrai. N'étant pas nouvelle dans les relations et étant une immigrante illégale à l'époque aux États-Unis, j'avais tellement de choses à gérer que je n'avais pas remarqué les signes. Les choses sont devenues encore plus stressantes quand mon autre père a été diagnostiqué avec un cancer de la prostate et avait besoin d'aide pour se rendre à l'hôpital et en revenir. J'ai dû prioriser l'école, ma famille, mon petit ami de l'époque et mes amis tout en jonglant avec d'autres responsabilités. Pour une raison quelconque, cela ne plaisait pas à Tim. Il a commencé à exiger que je passe plus de temps avec lui, que dès que j'étais libre, je devais aller chez lui et y passer la journée. J'aimais bien sa famille, c'étaient des gens sympas, mais je suis aussi introverti, et sans un peu de temps seul, je ne peux pas me ressourcer correctement. C'est là que les pressions ont commencé. C'était étrange. Il voulait absolument que j'aille à l'église, la sienne. Il répétait sans cesse à quel point c'était important, à quel point je me sentirais bien en y allant, et que j'adorerais ça, que c'était un devoir chrétien. Cela se passait juste au moment où la controverse des caricatures de Mahomet battait son plein, et je n'ai jamais trouvé de réconfort dans les religions, encore moins celles où l'on vous pousse à accomplir des devoirs chrétiens. Je l'ai évité pendant un certain temps, jusqu'à ce que je trouve enfin le courage de lui dire que je n'étais pas à l'aise avec l'idée d'aller à l'église, et qu'avec tout ce que j'avais à faire pour obtenir mon diplôme et les problèmes de ma famille, je n'avais pas le temps d'ajouter l'église à ma liste. Je pensais qu'il comprendrait, mais ce ne fut pas le cas. Tim a été extrêmement vexé et a commencé à exiger une meilleure explication. Il est même allé jusqu'à parler à ma 2e mère de l'idée que nous allions ensemble à l'église. Heureusement, elle lui a dit que c'était mon choix et que peu importe ses sentiments à ce sujet, il devait respecter cela. C'est à ce moment-là que son comportement a pris un tournant encore plus inquiétant. Il a commencé à se présenter sans y être invité, aussi bien chez moi qu'à l'école. Il avait terminé ses études à l'époque et était à l'université, mais comme il avait fréquenté mon école, il lui était facile d'y entrer. Il me cherchait partout sur le campus, essayant de deviner dans quelle classe j'étais pour pouvoir me trouver. Mes autres parents, ainsi que mon autre frère, l'ont même surpris en train de regarder à travers les stores de ma chambre pour voir si j'étais à la maison. Après avoir vérifié s'il était vraiment là, ma 2e mère lui a dit que c'était inapproprié, tandis que mon 2e père
lui a ordonné de ne jamais refaire ça, car c'était inacceptable. Mon frère, au début, a fait quelques blagues à son sujet, le surnommant Buggles, pour avoir essayé d'espionner. Mais après l'avoir surpris en train de recommencer à 2 heures du matin pendant qu'il dormait, il lui a dit qu'il entrait officiellement dans le territoire des harceleurs et qu'il le frapperait s'il ne s'arrêtait pas. J'ai cessé de rire chaque fois que Tim était dans les parages. Je suis devenu de plus en plus réservé, au point où tout le monde, sauf Tim, a remarqué que je ne semblais plus du tout heureuse dans cette relation. C'était d'autant plus bizarre que le plus loin où nous étions allés en tant que couple, c'était de nous tenir la main. Il ne me laissait même pas lui donner un baiser sur la joue en privé. La goutte d'eau a été quand j'étais chez lui, essayant de trouver un moyen de lui dire que je voulais redevenir ami avec lui, quand sa mère a soudainement dit que c'était tellement agréable que nous suivions la tradition. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire, et elle m'a expliqué qu'elle et son mari étaient amoureux au lycée et s'étaient mariés juste après, et que Tim faisait la même chose. J'ai totalement paniqué. Nous n'avions pas vraiment eu une relation que l'on pouvait qualifier de couple, et je comptais retourner au Danemark après l'obtention de mon diplôme. J'avais seulement 18 ans et je n'étais absolument pas prête à me marier, sans parler du fait que je commençais à comprendre que notre relation n'était pas saine, mais toxique. À la première occasion, je lui ai dit en privé que je ne pensais pas que ça fonctionnait. Je voulais encore être gentille et ne pas l'embarrasser devant sa famille. Je n'ai jamais pensé que les ruptures devaient être des spectacles publics. Tim n'a pas bien pris la nouvelle. Il a supplié et m'a imploré de lui donner une chance, me disant que si j'allais à l'église avec lui, je verrais la lumière. Ce qui était absurde, sachant que je lui avais déjà dit que je ne voulais pas. Il a dit que je gâchais la tradition de sa famille. Il a essayé de me convaincre que si nous nous marions, je pourrais rester aux États-Unis, mais je ne voulais pas me marier juste pour une carte verte. En fin de compte, nous nous sommes séparés en larmes, sans rien résoudre. Quelques semaines ont passé en silence, tandis que je me concentrais sur mes études et que je tentais de recharger mes batteries. Je me préparais à obtenir mon diplôme et à affronter la réalité que mes parents biologiques ne pourraient pas être là à cause de nos difficultés financières à ce moment-là. J'essayais de me concentrer sur le fait que ma deuxième famille et ma sœur seraient au moins là pour me voir obtenir mon diplôme. Puis, bonheur ultime, ma mère m'a écrit pour me dire qu'elle viendrait me voir pendant 1 semaine pour assister à ma remise de diplôme. J'aurais voulu que mes 2 parents biologiques soient là, mais j'étais tellement reconnaissante qu'au moins l'un d'entre eux soit présent. J'en ai parlé à mes amis et nous avons commencé à discuter de qui nous inviterions à la cérémonie. Je ne me souviens plus combien de billets nous avions, mais je me souviens qu'il me restait quelques billets après avoir invité ma mère, mes autres parents, mes 2 frères et quelques amis. L'un de mes amis m'a demandé si Tim venait. Je n'étais pas sûr de vouloir qu'il soit là après tout ce qui s'était passé, mais, en même temps, j'avais assisté à sa remise de diplôme quand nous étions amis. Comme une idiote, je lui ai demandé s'il voulait venir en tant qu'ami. Tim est devenu furieux, déversant sa colère sur moi en disant que j'étais égoïste. Son explosion de colère m'a choqué. Il a terminé en me disant « Il y a 5 priorités dans la vie. Dieu, la famille, la santé, l'école et les amis. Pas dans cet ordre. Mais tu ne sembles pas comprendre cela. Ton ordre est famille, amis, école, santé et enfin Dieu. Tu dois te remettre en question. » À ce moment-là, j'étais trop choqué pour réagir. Alors j'ai simplement murmuré « Mais c'est comme ça que je vois les choses. Ce sont elles qui comptent. » Puis je suis parti. J'ai donné mes billets de graduation restants à un camarade de classe qui avait une famille très nombreuse. Le jour de la remise des diplômes est arrivé, et j'ai reçu mon diplôme avec des larmes et de la fierté. Même si un diplôme de lycée ne signifie pas grand-chose, c'était ma première preuve que je pouvais consacrer le temps nécessaire pour apprendre quelque chose. J'ai lancé mon chapeau en l'air et me suis empressé de retrouver ma famille pour les féliciter. Quand je les ai trouvés, je pouvais instantanément dire que quelque chose n'allait pas. Ils me souriaient, mais clairement, quelque chose les dérangeait. Je leur ai demandé ce qui se passait, mais ils ont simplement prétexté qu'un des spectateurs avait l'une de ces stupides cornes bruyantes. Je ne les croyais pas, et finalement ma mère m'a dit que Tim était venu. Elle savait un peu ce qui se passait entre lui et moi, et pensait qu'il était simplement venu pour me féliciter. Eh bien non, ce n'était pas le cas. Il lui avait dit qu'il avait besoin de lui parler de moi,
que je devais être sauvé, que j'étais destiné à la damnation éternelle parce que je n'embrassais pas la religion et que je ne remplissais pas mes devoirs de femme. Elle lui a demandé ce qu'il entendait par là, et il a répondu « Obéir à ton futur mari ». Elle a explosé, et moi aussi quand elle me l'a raconté. Nous n'étions pas fiancés, et même s'il l'était, je ne suis pas un chien qui doit suivre les ordres ou les paroles d'un pasteur. J'ai déjà entendu un pasteur dire un jour « Dieu a fait Ève à partir de la côte d'Adam, pas de sa tête pour qu'elle ne soit pas au-dessus de lui, ni de son pied pour qu'elle ne soit pas en dessous de lui, mais de son côté pour qu'elle soit égale à lui, et pour qu'il puisse la protéger de son bras quand c'est nécessaire. » Je ne suis pas religieuse, mais j'ai toujours aimé cette explication d'Adam et Ève, et entendre que Tim pensait que j'étais là pour recevoir ses ordres m'a mise en rage. La dernière fois que je lui ai parlé, je l'ai incendié. Je lui ai crié dessus et menacé en lui disant que s'il pensait avoir le moindre droit de décider de ce que je jugeais important dans ma vie, il se trompait. Il a essayé de m'argumenter que je devais être sauvé, et j'ai finalement hurlé. J'ai crié que je n'avais pas besoin d'être sauvée, que je ne voulais pas l'être, et que j'étais heureuse telle que j'étais. Il m'a regardé, incrédule, en disant que je ne le pensais pas. Je lui ai répondu que si, je le pensais, et que s'il continuait à me harceler ainsi, je ne voulais plus jamais lui parler. Je lui ai dit qu'il rendait notre amitié insupportable et qu'il devait apprendre à respecter les opinions des gens sur la religion. Sa prochaine relation ne fonctionnerait pas non plus car il serait toujours en colère. Je lui ai dit que notre relation était telle qu'il l'avait rendue, puis je suis parti. J'ai vécu encore un mois aux États-Unis après ça, et nous n'avons plus jamais parlé. Sa famille a essayé de me demander de m'excuser pour ce que j'avais dit à Tim, mais je leur ai répondu que je le pensais vraiment, à cause de son harcèlement constant. Après cela, je n'étais plus la bienvenue chez eux, ce qui ne me dérangeait pas du tout. Tim a essayé de me recontacter quelques années plus tard, avec une sorte de message religieux. Il essayait de me faire croire que j'étais comme le personnage principal d'une histoire religieuse. Je lui ai dit que j'aimerais que nous puissions rester amis, mais que s'il continuait à m'envoyer des textes religieux comme avant, il devait supprimer mes coordonnées. Depuis, nous n'avons plus parlé. Il a fini par sortir avec une chère amie à moi quelques années plus tard, mais il a tout gâché de la même manière qu'il l'avait fait avec moi. Mon ami m'a demandé si cela me dérangeait qu'ils sortent ensemble, et je lui ai dit honnêtement que cela ne me regardait pas. Le fait qu'il soit mon ex ne me donnait pas le droit de dire s'il pouvait ou non se fréquenter, mais je lui ai rappelé de ne pas se laisser faire s'il essayait de la harceler au sujet de la religion. Elle venait de quitter l'église mormone. Je pense qu'il est toujours célibataire aujourd'hui et qu'il cherche encore une fille à sauver avec la religion. Même si je lui souhaite de trouver un jour quelqu'un qui corresponde à ses attentes, je dirais ceci. Tim, je suis contente que nous ne nous reverrons plus jamais, maintenant qu'un océan nous sépare. Prépare-toi pour des montagnes russes, car voici l'histoire. J'avais un ex. À l'époque, j'étais jeune et stupide. Je venais tout juste d'avoir 20 ans. Il avait 5 ans de plus, était marié, avait un enfant et était malheureux. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Un artiste frustré, disais-je. Sa femme était folle. Elle l'avait harcelé dès qu'ils ont commencé à sortir ensemble, avait percé des trous dans leur préservatif, puis lui avait avoué, lui disant qu'il devait l'épouser ou elle interromprait la grossesse, chose à laquelle il s'opposait farouchement. Je ne savais pas encore à quel point ils étaient au fait l'un pour l'autre. Nous avons commencé à flirter, à nous appeler tous les soirs, parlant jusqu'au matin et à ce stade nous n'étions que des amis. Mais je commençais à tomber amoureuse. Finalement, nous avons avoué nos sentiments, le grand déballage, puis un soir, nous nous retrouvons à une fête avec des amis communs et décidons de faire un tour du pâté de maison. Nous avons fini par coucher ensemble dans les gradins du lycée voisin, puis dû nous cacher en entendant tous nos amis nous chercher. C'était excitant, je l'admets, mais je n'en suis pas fier. Finalement, sa femme découvre ce qui se passe entre nous, commence à me traquer en ligne à l'époque de MySpace, et je dois changer plusieurs fois d'URL pour m'en débarrasser. Il s'inscrit pour devenir agent pénitentiaire car il n'a pas pu entrer dans le FBI, son rêve de toujours, et il est accepté.
Premier signal d'alarme que j'ai ignoré, car j'étais encore naïve. Il vient chez moi un jour, fier de me dire qu'il a non seulement réussi l'examen psychologique, mais qu'il était facile de tricher. Tricher, répétai-je. Il part ensuite en formation dans un autre état pendant 2 mois. J'ai failli le quitter, il m'a supplié de ne pas le faire. Ensuite, c'est lui qui a failli me quitter, et c'est moi qui ai supplié. Ce petit jeu a continué jusqu'à ce qu'il revienne enfin. Pendant son absence, sa femme accède à son compte bancaire et le vide chaque mois. Elle vient aussi à mon travail avec leur fille pour m'intimider, après m'avoir fait savoir qu'elle prévoyait de m'enlever, de me battre et de m'abandonner sur le bord de la route dans un état au sud de nous. Mais il revient enfin à la maison, me disant que sa femme l'a mis dehors. Ou du moins, c'est ce qu'il m'a dit. Il n'a pas d'argent pour un hôtel, alors je demande à mes parents s'il peut rester chez nous, et ils acceptent. Il vit chez moi, utilise notre lave-linge, mange notre nourriture, et ne paie absolument rien. Pendant ce temps, il entame la procédure de divorce avec sa femme. Son avocat est un alcoolique fonctionnel et prend ce qui lui reste d'argent avant que sa femme ne continue de vider son compte. À ce stade, elle lui a pris environ plus de 18 000 $. Il reste 2 semaines chez moi, puis repart 2 semaines dans l'autre état pour travailler. C'est pendant qu'il vivait chez moi que j'ai découvert son vrai visage. Nous sortions ensemble depuis 2 ans et demi à ce moment-là. Sa fille avait environ 3 ans. Je me suis rapproché de sa mère, qui était malade et vivait près de chez moi, alors je faisais parfois les courses pour elle. Mais quand il était à la maison, il agissait bizarrement, disait et faisait des choses qui déclenchaient des signaux d'alarme. Puis j'ai attrapé une trichomonase. Si tu es étrangère et que tu as déjà eu cette infection, tu sais à quel point c'est un véritable calvaire vivant à l'intérieur de toi. Sinon, réjouis-toi et fais tout pour l'éviter. À ce moment-là, mes chevilles commençaient à gonfler par intermittence, alors je suis allé me faire examiner et j'ai aussi passé un test de grossesse. Aucune nouvelle du test. Le médecin ne m'a rien dit, m'a simplement poussé hors de son cabinet et m'a dit que mon copain me trompait. Je n'en revenais pas. Pourquoi ferait-il cela? Nous avions des relations tout le temps. J'étais encore naïve. L'infection a fini par disparaître. Il était au travail, et la vie semblait revenir à la normale. 2 semaines plus tard, il rentre à la maison et l'infection revient. Il me l'a refilé encore une fois, alors je retourne chez le médecin pour un nouveau traitement et un autre test de grossesse. Cette fois, je demande au médecin « Alors, vous allez me donner mes résultats ?» Elle me répond d'un ton très désinvolte « Ah oui, vous êtes enceinte. » Il s'avère que je l'étais aussi la dernière fois, mais qu'il était trop tard pour prendre la pilule. Sauf que ce n'était pas vrai, elle venait juste de me le dire. Je lui annonce ça distraitement alors qu'il m'attend, et il est tout heureux. Je voulais mourir. De retour à la maison, je lui dis que je ne veux pas garder le bébé. J'avais 23 ans à ce moment-là, plus jeune que ma mère lorsqu'elle m'a eu, et je suis l'aîné. Je n'avais plus de travail parce que sa femme me harcelait au point où j'avais peur de sortir de chez moi, et je n'étais tout simplement pas prête. Il me dit « Écoute, l'interruption n'est pas une option. Tu dois avoir mon enfant. » C'est là que les choses deviennent vraiment folles. Il me dit qu'il a toujours imaginé, en grandissant dans l'Église, qu'il serait celui qui engendrerait celui destiné à tuer l'Antéchrist, que ses enfants seraient des rois, qu'il serait fait saint, etc. Moi, athée, je le regarde comme s'il venait de se faire pousser 3 têtes. Je lui dis que je ne peux pas donner un enfant en adoption. Trop d'amis ont vécu cela, ou avaient des frères et sœurs qui étaient dans le système. Sans parler de savoir que quelque chose que j'avais porté et aimé serait là dehors, sans moi. Il me répond que c'est simple. Alors, nous le garderons. Je lui dis alors que pendant les 2 semaines où il serait à la maison, ce serait lui qui changerait toutes les couches, puisqu'il serait absent le reste du temps. Il rit et me répond que c'est un travail de femme. Je voulais interrompre immédiatement. Le lendemain, il rentre du tribunal de divorce, en peignant, riant, arpentant la pièce, et me demande si quelqu'un est à la maison. Personne n'était là. Puis il déclare que j'avais eu la trouille. La trouille. Il sort alors de son sac un poignard, une arme improvisée à partir de quelque chose d'autre, utilisée en prison. Il me dit « J'ai appris ça des gars au travail. » Je lui demande si c'était des gardiens.
Il me répond « Non, les détenus ». Il travaillait dans une prison de haute sécurité, avec les pires criminels de notre État, et il s'était lié d'amitié avec de véritables tueurs en série. Je voulais fuir, mais j'étais piégé dans ma propre maison pendant encore 2 jours, avec un homme qui avait littéralement prévu de tuer sa femme au milieu d'une audience. Je l'ai quitté cette nuit-là, mais j'ai cédé en promettant qu'il pourrait rester chez ma famille jusqu'à ce qu'il ait de l'argent. 2 semaines passent, il s'en va, je tombe incroyablement malade et je perds du sang. Ma mère et moi décidons que je devais vraiment aller jusqu'au bout de l'interruption et je prends rendez-vous. Je dois attendre encore 2 semaines à cause de la loi. J'ai 3 jours pour récupérer avant qu'il ne revienne et ne puisse supposer autre chose que le fait que j'ai perdu le bébé. Nous y allons. Ma mère m'accompagne. Ils me font passer un examen psychologique. La psy me dit que je suis plus que prête à cela et que je prends la bonne décision en raison de mes multiples raisons, principalement le fait que je ne veux pas être lié à ce psychopathe dont je venais de me séparer. C'est fait. Je rentre chez moi. Sous Valium, je suis d'humeur sarcastique et je dors mieux que jamais dans ma vie. Le lendemain matin, tout le monde est au travail. Je suis seul et il revient 2 jours plus tôt. Il essaie de m'embrasser, me supplie en me disant à quel point il m'aime et me manque, et combien je lui ai brisé le cœur. Il me supplie de coucher avec lui. Je lui dis encore et encore non, jusqu'à ce que je me souvienne être allongé face contre le canapé, mon pantalon baissé, lui sur moi, pendant que je pleurais sans pouvoir m'arrêter. Il me demande ce qui ne va pas. Je lui dis qu'il venait d'abuser de moi, et il reste là, essayant de me convaincre qu'il ne l'avait fait cela et qu'il ne comprenait pas pourquoi je pleurais. Après cela, j'ai commencé à m'enfermer dans ma chambre. Lorsque j'ai finalement fait l'interruption de grossesse, il s'est avéré que le fœtus était mort à 6 semaines et que j'étais enceinte de 15 semaines. Pendant 9 semaines, il pourrissait à l'intérieur de moi, malgré l'échographie interne intrusive et humiliante qu'ils avaient dû me faire légalement. Je n'ai pas réussi à obtenir un remboursement parce qu'ils ont ensuite classé cela comme une fausse couche assistée. Cela dit, j'avais besoin de beaucoup d'aide pour récupérer des hormones et des autres produits chimiques quasi mortels dans mon corps. Un autre médecin m'a prescrit des médicaments pour un trouble que je n'avais pas, des médicaments qui ont empiré les choses. Les médicaments que je prenais à l'époque me rendaient maniaque pendant jusqu'à 48 à 72 heures, puis je m'effondrais, dormant pendant 24 à 30 heures. Un jour, pendant une de ces périodes, je me suis réveillé avec la main de mon ex. Disons juste qu'il est parti avec une dent en moins après que je l'ai repoussé. J'ai commencé à bloquer ma porte avec une chaise après cela. Pendant tout ce temps, ma famille ignorait qu'il était agent pénitentiaire. Je savais assez de choses sur le crime et les statistiques pour comprendre que rien ne se passerait si je le dénonçais. J'ai donc vécu dans une peur et une anxiété constante, me demandant ce qui allait se passer ensuite. Un jour, sous un autre médicament, j'ai failli mourir. Alors j'ai arrêté de prendre quoi que ce soit, malgré les tentatives de ma famille de me convaincre que les médicaments m'aidaient. Mon taux de sucre dans le sang était en fait la cause de ce qui avait failli me tuer avec ce médicament que ma famille voulait que je continue à prendre, donc je sentais littéralement que je ne pouvais faire confiance à personne. Un autre soir, j'ai échangé ma place avec mon ex pour qu'il puisse dormir un peu dans ma chambre et que je puisse passer du temps avec ma famille, qui n'arrêtait pas de me dire que j'étais méchante avec lui et que je devrais me remettre avec lui parce qu'il m'aimait. Je restais silencieuse, puis je retournais dans ma chambre une fois mon repas terminé. Sauf que ce jour-là, j'entre dans ma chambre, allume la lumière, et mon ex est allongé sur mon lit, tous mes sous-vêtements sales sortis de mon panier de linge, éparpillés autour de lui et enroulés autour de son visage, avec des mouchoirs tout autour de lui. J'ai pleuré toute la nuit et était inconsolable le reste du temps qu'il a passé chez nous. Il a commencé à faire la fête avec mes amis, à sortir boire, puis à rentrer à 3 ou 4 heures du matin, sonnant à la porte pour être laissé entrer, réveillant toute la maison, et mes parents me grondant sans cesse pour son irresponsabilité. Puis le 16e anniversaire de mon frère est arrivé. Nous avons organisé une énorme fête pour lui et le frère de mon ami, car leurs anniversaires étaient à 3 jours d'intervalle. Les garçons se sont saoulés et je suis resté près des escaliers du sous-sol pour pouvoir m'échapper.
Pendant que mon ex était assis dans un coin en train de m'envoyer des textos, à un moment donné, il m'a demandé si sa nouvelle petite amie pouvait venir à la fête. C'est là que j'ai enfin craqué. J'ai rassemblé toutes ses affaires, les ai jetées dehors, et attendu qu'il sorte discuter avec mon amie pendant qu'elle fumait pour lui verrouiller la porte. Une autre de mes amies, bêtement, l'a laissé entrer, ne sachant pas ce qui se passait, et j'ai fait la chose stupide des films d'horreur. J'ai couru à l'étage. Il m'a poursuivi, m'a coincé dans l'embrasure de la porte, et allait me frapper lorsque mon frère aîné, formé par l'armée, s'est interposé. Mon père est sorti de sa chambre et a exigé de savoir ce qui se passait. Mon ex a commencé à parler, mais mon frère l'a interrompu et a dit à mon père que mon ex avait essayé de me frapper. Mon père l'a mis à la porte pour de bon cette nuit-là. Tu penses peut-être que c'est la fin de l'histoire? Détrompe-toi, ce n'était que la première montée de nos montagnes russes, alors accroche-toi, ça va devenir encore plus chaotique. Cela se passait vers 2006. L'année suivante, je suis dans un petit club de geeks qui se réunit une fois par mois. Quelques amis étaient avec moi et, là, en face de moi, assis mon ex. Mais il n'était pas seul. Il était avec une femme de 10 ans, mon aînée, qui avait été obsédée par moi et voulait être moi. Elle était tellement obsédée qu'elle s'était mise à sortir avec lui, et lui, voulant me rendre jalouse, avait commencé à la fréquenter. Mais au lieu de cela, il n'a réussi qu'à tester mon réflexe de dégoût. C'est ce jour-là que j'ai raconté à tout le monde ce qui s'était passé et qu'il était dangereux. J'ai cessé d'aller à ce club et je n'ai plus jamais revu beaucoup de ses amis, de peur qu'ils ne disent à mon ex où j'étais. Avance rapide de quelques mois. Il sort toujours avec sa nouvelle copine, cette vieille folle que je détestais, et ils commencent à m'appeler d'un numéro masqué, me laissant des messages vocaux, où ils me disent qu'ils allaient me tuer et que si je ne cessais pas de mentir, je disparaîtrais. J'ai cessé de sortir de chez moi, de me doucher pour que mes parents ne puissent pas m'emmener quelque part. J'ai cessé de vivre parce que j'avais tellement peur. Puis la voiture est apparue, environ 1 an après notre rupture. Une voiture se garait sous le lampadaire de mon voisin chaque nuit. Nous ne pouvions pas voir qui était à l'intérieur. Chaque fois que quelqu'un approchait pour essayer de voir, la voiture démarrait. Personne n'en sortait jamais. On voyait quelqu'un manger sur le tableau de bord. Il pleuvait, il neigeait. La voiture était toujours là, à toute heure de la nuit. Puis nous avons compris pourquoi. Je fume depuis que j'ai environ 17 ans et je le fais toujours. C'est une habitude que je n'ai jamais pu rompre, même après ce qui allait se passer. Une nuit, vers janvier, à 3 heures du matin, j'étais au téléphone avec une amie dans l'Indiana. Je l'avais attachée à mon oreille avec mon bonnet d'hiver. Il neigeait, et je suis sorti pour fumer. Je me suis mise près du mur de briques à côté de notre porte d'entrée. J'ai allumé ma cigarette et j'ai remarqué une voiture qui entrait dans notre rue. J'habitais à 2 maisons du coin, sur un virage. J'ai mentionné la voiture à mon ami, puis je me suis déplacé vers la chaise que mon père avait installée derrière notre grand buisson, car malgré la neige, il était sec là-bas. Il y avait 30 centimètres de neige sur le buisson, et notre lampe à gaz au milieu de la pelouse. Sans ces 2 choses, je n'écrirais probablement pas ceci aujourd'hui. La voiture a rampé jusqu'en face de chez moi. Je continuais à la commenter à mon ami d'une voix basse, puis j'ai dit, en plaisantant, qu'elle ne devrait pas s'arrêter. La voiture s'est arrêtée au bout de mon allée. J'ai fait taire mon amie, et elle a ri. Ensuite, un coup de feu a retenti. Je l'ai entendu, et un moment plus tard, j'ai senti la force de l'impact dans ma poitrine. Il avait tiré avec son arme de service dans les airs parce qu'il ne pouvait plus me repérer. Mon amie, qui connaissait bien les coups de feu, a hurlé au téléphone pour savoir si elle venait d'assister à mon meurtre. Pendant que j'écoutais l'homme ouvrir la porte de sa voiture, ramasser la douille dans la neige fraîchement tombée, refermer la porte et partir à toute vitesse, j'ai réveillé mes parents. Nous avons appelé la police. Ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient littéralement rien faire et qu'une ordonnance restrictive ne ferait qu'empirer les choses. Malgré le fait qu'ils vivaient littéralement en face du poste de police, ils ne pouvaient pas lui retirer son arme parce qu'elle lui avait été attribuée par l'État et qu'elle était obligatoire pour son travail. J'ai vécu dans une peur et une paranoïa constante pendant l'année suivante. Puis, les appels ont commencé à venir de la folle avec qui il sortait après moi,
me suppliant de témoigner contre lui au tribunal, car il lui avait fait des choses terribles, l'avait étranglé et bien pire. 3 autres femmes allaient témoigner, Mathel,